L'amant de ma petite amie lui a écrasé le visage dans un gâteau et lui a enfoncé un morceau de métal dans l'œil. Alors je l'ai retirée de mon assurance, et maintenant elle me reproche d'être devenue aveugle d'un œil. Le jour où j'ai découvert la trahison de ma petite amie, elle était aux urgences, avec un morceau de métal planté dans l'œil. Et croyez-moi, ce n'était pas la partie la plus choquante. On me traite de méchant, de cruel, d'avoir gâché la vie d'une jeune femme. Mais je ne suis pas d'accord. Tout ce qui s'est passé est entièrement de sa faute. Et s'il y a quelqu'un qui doit assumer la responsabilité de la perte de son œil, c'est son amant, pas moi. Véronique et moi étions ensemble depuis environ 5 ans avant d'emménager sous le même toit. Elle voulait quitter la maison de ses parents, et j'avais assez de place, alors elle est venue vivre avec moi. Nous avons passé 3 ans à partager les dépenses, à cuisiner ensemble, à planifier un avenir. Ce n'était pas une relation parfaite, mais elle était stable, tranquille, faite d'habitudes qui semblaient permanentes. J'avais un bon emploi dans une entreprise d'ingénierie. Grâce à mon expérience, j'avais appris à ne jamais faire confiance aveuglément au système de santé publique. Ma mère avait souffert pendant des mois à cause de retards médicaux absurdes, et j'avais juré que je ne laisserais plus jamais quelque chose de semblable me toucher. Alors j'ai souscrit une assurance santé privée. C'était cher, oui, mais ça couvrait les urgences, les examens réguliers et les consultations prioritaires. Par affection ou peut-être par sens du devoir, j'ai aussi ajouté Véronique à mon assurance. C'était une femme charmante. Elle avait cette manière de parler calme, douce, capable de dissiper n'importe quelle irritation. Et elle était belle et elle le savait. Ce dont elle était le plus fière, c'était ses yeux bleus très clairs, de ceux qui semblent changer de teinte selon la lumière. Elle se maquillait toujours pour les mettre en valeur, et quand elle me regardait de cette façon, on avait l'impression que le reste du monde disparaissait. J'aimais marcher à ses côtés et remarquer comment les autres la suivaient du regard. Dans ces moments-là, elle prenait mon bras et souriait comme pour rappeler au monde qu'elle était à moi. Je n'ai jamais douté d'elle. Je n'étais pas jaloux. Véronique m'avait toujours montré de la fidélité. En soirée ou dans des réunions, elle restait près de moi. Elle disait ne pas aimer rester seule parce que certains hommes devenaient trop insistants et je trouvais ça presque mignon. Dans son groupe d'amis, Carla était sa confidente. Parfois nous sortions avec elle, et je les appréciais. C'étaient des femmes normales, travailleuses, sans drame. Rien ne me donnait de raison de me méfier. Alors, quand un après-midi Véronique m'a dit qu'elle allait à un anniversaire dans l'espace de coworking où elle aidait aux préparatifs, je n'ai rien trouvé de suspect. J'avais beaucoup de travail ce soir-là, nous terminions un projet important, et je voulais avancer sur quelques rapports. En plus, j'avais déjà assisté à plusieurs anniversaires de ses amis. Je n'avais pas envie de passer des heures à écouter les mêmes conversations. Véronique s'est préparée, s'est parfumée, m'a embrassé et m'a dit qu'elle rentrerait tard. Après son départ, j'ai commandé quelque chose à manger et je me suis installé dans mon bureau pour travailler. Le temps est passé sans que je m'en rende compte. J'étais concentré à réviser des plans et des calculs. Quand le téléphone a sonné, j'ai pensé que c'était elle m'annonçant qu'elle rentrait, mais en regardant l'écran, j'ai vu le nom de Carla. J'ai décroché automatiquement. Sa voix tremblait, presque brisée. Elle m'a dit qu'il y avait eu un accident et que Véronique était à l'hôpital. Dès que j'ai entendu ça, le crayon est tombé de ma main. J'ai demandé le nom de l'hôpital et je suis parti en courant. J'ai conduit sans réfléchir, plein phare, le cœur martelant dans ma poitrine. Je suis arrivé en moins de 15 minutes. Carla m'attendait à la réception, nerveuse. Dès que je l'ai vue, je lui ai demandé de m'emmener auprès de Véronique. Le service des urgences était presque vide, seulement des pas précipités et le bruit des moniteurs au loin. Carla ne disait rien, et je n'arrivais pas à parler non plus. Un médecin m'a intercepté, m'a demandé mon nom et, quand je le lui ai donné, il a hoché la tête. Elle a demandé à vous voir, a-t-il dit doucement. Il m'a laissé entrer, mais a prévenu que ce ne serait qu'une minute. Je n'étais pas préparé à ce que j'ai vu. Véronique était allongée sur une civière, recouverte jusqu'à la poitrine. Sa tête était bandée, et une sorte de support en plastique entourait une partie de son visage. Du côté droit, entre le pansement et le support, dépassait un fin morceau de métal, comme une tige tordue, sortant près de son œil. Ce n'était pas grand, mais il suffisait de le voir pour sentir un frisson glacé courir le long du dos. Le reste de son visage était taché de sang séché, avec de petites coupures sur le front et la joue. Elle a essayé de bouger quand elle m'a vu.
Elle a réussi à dire mon nom, mais la douleur l'a fait gémir. Le médecin lui a demandé de ne pas bouger. Je me suis approché un peu, sans savoir si je pouvais la toucher. J'ai pris sa main gauche, glacée, et je n'ai réussi à dire qu'une seule chose, que tout irait bien même si je n'y croyais pas vraiment moi-même. Le médecin m'a demandé de sortir. Il devait la stabiliser. J'ai obéi, hébété. Dans le couloir, Carla attendait, les yeux fixés au sol. La colère a commencé à bouillonner en moi. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Elle a reculé d'un pas. Carla. Dis-moi ce qu'on lui a fait. Qu'est-ce qui s'est passé à cette fête, ai-je répété, la voix plus forte. Elle a ouvert la bouche plusieurs fois sans émettre un son. Ses yeux étaient grands ouverts, ses mains tremblaient. Elle a essayé de dire que tout n'avait été qu'un malentendu, qu'elle ne comprenait pas comment cela avait pu finir ainsi. Elle m'a dit qu'elle avait déjà appelé la mère de Véronique, qui était en route, mais ne répondait pas à ce que je voulais réellement savoir. Je me suis approché davantage. Parle, s'il te plaît. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Personne ne te reprochera si c'était un accident, ai-je assuré. Mais, en vérité, ce que je ressentais, c'était un feu glacé d'une fureur contenue. Finalement, elle a éclaté en sanglots. Sa voix sortait par à-coups. On fêtait, tout allait bien. Il riait, il dansait. Arrivée à la partie du gâteau, elle a marqué une longue pause, comme si elle cherchait le courage de continuer. Véronique a voulu faire une blague, dit-elle. Je me suis arrêté, attendant plus de précision. Elle a voulu me pousser dans le gâteau, ce genre de blague, mais je me suis écarté sans réfléchir. Elle a trébuché et est tombée la tête la première. Je lui ai demandé d'être plus spécifique. Carla a inspiré profondément, regardant la porte des urgences. Le gâteau avait des renforts métalliques à l'intérieur pour soutenir les décorations du dessus. C'était du fil de fer. Quand Véronique est tombée, l'un d'eux est entré dans son œil. Conclut-elle en couvrant son visage de ses mains. Je suis resté immobile quelques secondes, le temps de comprendre ce que je venais d'entendre. Je n'arrivais pas à y croire. On aurait dit que tout l'air s'était volatilisé du couloir. Puis la colère m'a frappé de plein fouet. Et c'est qui l'imbécile qui achète un gâteau comme ça? Quel genre de pâtissière plante du métal dans un gâteau, ai-je crié. Carla fit un pas en arrière. C'était un accident. Je te jure. Personne ne voulait que ça arrive. Sanglotait-elle. Mais quelque chose ne collait pas. Et comment exactement elle est tombée, ai-je dit. Personne ne se plante un morceau de métal dans l'œil juste en trébuchant. Tu l'as poussé. Tu l'as fait tomber. Et maintenant tu essaies d'effacer ta culpabilité. Elle secouait la tête sans arrêt, pleurant de façon incontrôlable. Je ne raisonnais plus. Submergé par la peur et la colère, j'ai perdu mon sang-froid. Je l'ai saisi par les épaules et l'ai forcé à me regarder. Si Véronique perd son œil, je vais te poursuivre en justice, dis-je d'une voix tremblante. Je ne laisserai pas passer ça. Elle s'est mise à pleurer encore plus, disant qu'elle était désolée, qu'elle ne comprenait pas vraiment comment tout s'était passé. Moi, complètement hors de moi, je continuais à la presser, exigeant des détails. Mais lorsqu'elle a dit, entre deux sanglots, qu'elle n'aurait jamais imaginé que l'anniversaire d'une amie se terminerait ainsi, tout mon corps s'est figé. Comment ça, l'anniversaire d'une amie, ai-je demandé lentement. Ce n'était pas Théoën anniversaire? Carla m'a regardé. Son visage est passé de la peur à une culpabilité flagrante. Je l'ai vu. J'ai clairement vu le moment où le mensonge s'est écroulé dans son expression. Je ne voulais pas dire ça, je suis confuse. C'est alors que j'ai commencé à prêter attention aux détails. Si elle célébrait soi-disant l'anniversaire de Carla. Pourquoi n'y avait-il personne d'autre à l'hôpital? Aucune amie dans la salle d'attente. Personne demandant des nouvelles de Véronique. Personne qui pleurait. Rien. Juste Carla. Seule. Et parfaitement propre. Ses vêtements étaient impeccables. Pas une tache de gâteau. Pas une goutte de sang. Aucun signe montrant qu'elle avait couru au milieu d'une fête chaotique. Même pas de maquillage. Elle ressemblait à quelqu'un qui était tranquillement chez elle et qui avait soudain décidé d'apparaître là. Carla, dis-je en la fixant droit dans les yeux, dis-moi quand est ton anniversaire. Elle a hésité. Et cette hésitation a suffi.
Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai resserré ma prise sur ses bras. Dis-le. C'est quand, ton foutu anniversaire? La réponse a mis du temps à sortir, mais quand elle est finalement arrivée, tout s'est effondré. Son anniversaire était dans presque 2 mois. J'ai senti un nœud dans mon estomac, comme si quelqu'un le serrait de l'intérieur. Mon sang a bouilli. Je l'ai reprise par les bras, cette fois, non par rage aveugle, mais par désespoir. Je veux que tu me dises exactement ce qui s'est passé. Et si tu mens, tu vas le regretter. Carla s'est littéralement effondrée. Elle a dit qu'en réalité, elle ne savait pas tous les détails, parce qu'elle était chez elle quand elle avait reçu un appel de Véronique lui demandant d'aller à l'hôpital et de dire qu'elles avaient passé la journée ensemble à fêter l'anniversaire de Carla. Qu'elle devait répéter ça si quelqu'un demandait, surtout moi. Rien de tout ça n'avait de sens. Tu es en train de me dire que Véronique, avec un morceau de fer planté dans l'œil, t'a appelé pour te demander de mentir? Qui l'a amené à l'hôpital alors? Carla, assez de mensonges, ai-je ordonné. Finalement, elle a commencé à dire la vérité. Elle a dit que Véronique voyait un autre homme depuis quelque temps. Quelqu'un appelé Martin. Et que, ce jour-là, elle n'était pas allée voir des amis. Elle était allée chez lui pour fêter son anniversaire à lui. Véronique, selon elle, avait tout expliqué à Carla et à quelques amis, pour que si je posais des questions, toutes racontent la même chose. Que c'était l'anniversaire de Carla. Qu'elles étaient toutes ensemble. Que tout n'était qu'une blague qui avait mal tourné. Un scénario complet, préparé à l'avance. Carla n'avait assisté à aucune fête. Elle était tranquillement chez elle quand elle avait reçu un appel de Martin. Il lui avait demandé de venir immédiatement à l'hôpital, parce qu'il y avait eu un grave accident, que Véronique m'appelait, qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour se présenter comme organisatrice de l'événement et affirmer que tout cela n'était qu'une erreur. Il avait dit que Carla devait assumer la responsabilité, sinon toute la vérité éclaterait. Quand elle est arrivée à l'hôpital, Martin lui a expliqué ce qui s'était passé. Ils étaient en train de fêter. Véronique avait essayé de pousser légèrement la tête de Martin vers le gâteau comme une blague d'anniversaire, et lui, ne sachant pas que le gâteau contenait des structures métalliques internes pour soutenir la décoration, s'était écarté et l'avait repoussé directement vers le centre du gâteau. Véronique s'était enfoncé l'un des supports dans l'œil. Elle avait commencé à crier, à saigner. Martin ne savait pas quoi faire et l'avait emmenée à l'hôpital. Je me suis laissé tomber sur l'une des chaises du couloir. Je me sentais vide, sans air. Je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. J'ai baissé la tête et j'ai remarqué que, juste à côté, se trouvait le sac à main de Véronique et sa veste. Sans réfléchir, j'ai ouvert le sac. J'ai pris son téléphone. Je connaissais son schéma de déverrouillage parce que nous n'avions jamais eu de secret. Je n'avais jamais pensé qu'il serait nécessaire de cacher quoi que ce soit. J'ai allumé le téléphone et commencé à fouiller. Il n'a fallu même pas 2 minutes pour trouver. Une conversation avec Martin. Les derniers messages venaient d'elle, disant qu'elle était déjà en route pour son appartement. J'ai fait défiler la conversation jusqu'au mois précédent. Et j'ai tout trouvé. Véronique n'avait jamais été pudique, mais elle n'avait jamais non plus été du genre à envoyer des photos intimes. Nous n'en avions jamais vu l'utilité. Mais avec lui, avec Martin, il y avait des photos. Des dizaines. Certaines prises dans mon propre appartement. Dans ma douche. Nue dans mon lit. Même un selfie d'elle, nue, pendant que je dormais à l'arrière-plan. Il y avait aussi des vidéos, certaines clairement filmées dans l'appartement de Martin, d'autres plus explicites, dans des endroits que j'ai reconnus immédiatement. Ça m'a fait mal, non seulement pour la trahison, mais pour la préparation, la constance, le culot. J'ai continué à lire les messages. J'ai vu comment ils planifiaient leur rencontre, comment elle inventait des excuses pour aller le voir, comment elle demandait des permissions au travail, comment elle me mentait en face pendant que lui disait qu'elle lui manquait. J'ai vu des photos d'elle avec ce qui semblait être la famille de Martin. Tout le monde souriant, comme s'ils formaient un couple officiel et heureux. Je ne pouvais plus. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Je me suis relevé, le téléphone encore à la main. Je me suis envoyé à moi-même des captures d'écran de tout, chaque image, chaque texte. Puis je suis parti de là sans me retourner. Carla a couru derrière moi. Elle m'a demandé où j'allais. Chez moi, ai-je répondu sans m'arrêter. Et dis à ton ami que c'est fini.
Carla est restée à l'entrée en criant que je ne pouvais pas laisser Véronique seule, qu'elle était dans un état grave, qu'elle avait besoin de soutien. Alors qu'elle appelle Martin, ai-je répondu sans me retourner. S'il l'aimait autant que ses messages le montraient, jamais il ne l'aurait laissée seule à l'hôpital. J'ai continué jusqu'à la voiture, mais au moment de monter, j'ai entendu mon nom au loin. Je me suis retourné avec dégoût et j'ai vu la mère de Véronique accourir, désespérée. Elle m'a rejoint hors d'haleine. « Que s'est-il passé ?» a-t-elle demandé. Je n'avais plus de patience ni de compassion. Véronique m'a trompé, ai-je dit froidement. Son amant lui a écrasé la tête dans un gâteau plein de métal. Maintenant elle est aux urgences. Je n'ai pas attendu sa réaction. J'ai tourné les talons et ouvert la portière. Elle a encore crié mon nom plusieurs fois, puis s'est précipitée à l'intérieur de l'hôpital. Je suis resté assis, sans démarrer le moteur. J'observais les gens entrer et sortir. Personne ne savait ce qui s'était passé. Personne n'avait la moindre idée de ce qui se déroulait derrière ces murs. Et alors j'ai réalisé, j'étais sur le point de payer des soins médicaux coûteux et spécialisés qu'elle recevrait grâce à mon argent, à mon assurance. Et ce n'était pas juste. J'ai pris mon téléphone, appelé le numéro d'urgence de l'assurance et demandé qu'on retire Véronique du plan. J'ai dit que nous n'étions plus ensemble, que la relation était terminée et que je ne reconnaîtrais aucune dépense médicale à son nom. Comme tout était sous mon nom, la procédure a été immédiate. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à mon appartement. J'ai essayé de reprendre le travail, mais c'était impossible. Mon esprit était un chaos. J'ai reçu plusieurs appels de la mère de Véronique, mais je n'ai pas répondu. À la place, j'ai commencé à rassembler les affaires de Véronique. Nous n'étions plus un couple. Elle n'avait plus rien à faire dans mon espace. J'ai tout réuni, vêtements, objets personnels, documents, livres, même ses affaires de la salle de bain. J'ai laissé tout ça organiser dans le salon. Le lendemain, j'apporterai le tout chez ses parents. Cette nuit-là, fatigué de recevoir des notifications, j'ai éteint mon téléphone. Je ne voulais plus rien savoir. Je me suis couché et, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi complètement seul, porte fermée. Le lendemain matin, avant d'aller travailler, j'ai décidé de passer chez les parents de Véronique. En arrivant, il n'y avait personne. J'ai supposé qu'ils étaient encore à l'hôpital ou qu'ils n'étaient pas rentrés depuis la veille. J'ai laissé les affaires de Véronique dans le jardin derrière, parce que je savais où ils gardaient la clé et je ne voulais pas entrer sans permission. J'ai ressenti un étrange soulagement en déposant ces sacs-là. Comme si j'enlevais de ma vie quelque chose qui n'y avait plus sa place. Ensuite, j'ai essayé de me concentrer sur le travail, même si je pouvais à peine regarder l'écran sans revivre tout dans ma tête. Dans l'après-midi, j'ai dû allumer mon téléphone pour régler un problème du bureau et, presque immédiatement, il s'est mis à sonner. C'était le numéro de Véronique. J'ai hésité, mais j'ai répondu. Ce que j'ai entendu m'a surpris plus que je ne l'aurais cru. C'était elle. « Mon amour, où es-tu? Pourquoi tu m'as laissé seul ici? J'ai besoin de toi. S'il te plaît, reviens, dit-elle d'une voix étrange, quelque chose entre les pleurs et la douleur. Je n'ai pas répondu. Je suis resté en silence. Puis j'ai entendu un gémissement bizarre. Je suppose que c'était à cause de la douleur à son œil droit. Ça sonnait faible, comme si elle parlait avec la moitié du visage engourdi. Je sais que ce que j'ai fait est mal, continua-t-elle. Mais c'était une erreur, juste une erreur. J'ai besoin de toi. Ne me laisse pas maintenant que je suis dans cet état. Je sais que tu m'aimes et je sais qu'on peut surmonter ça. Je t'en supplie, ne me laisse pas seul là-dedans. Ça m'a répugné de l'entendre parler comme ça, comme si rien ne s'était passé, comme si je n'avais pas vu son téléphone, les photos, les vidéos avec ce type. Alors j'ai répondu sans détour. J'ai vu tout ce que tu as dans ton téléphone, Véronique. Ne viens pas me raconter d'histoire. Tu as même rencontré la famille de ton amant. Oublie-moi. Appelle-le, lui. Elle a refait ce bruit étrange, entre douleur et pleurs. En arrière-plan, j'ai entendu un soupir d'impatience. On aurait dit que le téléphone était en haut-parleur. Tu n'as aucune idée à quel point je regrette, dit-elle. Il ne représentait rien. C'était juste une erreur. Je t'en supplie. Viens à l'hôpital. Ce soir ils vont m'opérer et j'ai peur. Ils ont dit que je pourrais perdre l'œil, mais qu'il y a encore une chance. S'il te plaît, j'ai besoin que tu sois ici.
Rien de tout cela ne m'a touché. Pour moi, c'était trop tard. Ce dont tu as besoin, ai-je répondu, c'est de voir si tu as une assurance qui couvre ta chirurgie, parce que tu ne peux plus compter sur moi. Et j'ai raccroché. Il ne s'est pas écoulé une minute avant qu'elle ne rappelle, mais je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas l'entendre, je ne voulais pas donner d'explication, je ne voulais pas qu'elle essaie de me manipuler. J'ai mis le téléphone en silencieux et j'ai continué ce que je faisais, même si je n'arrivais pas à me concentrer. Environ 1 heure plus tard, les messages ont commencé à arriver de partout, sa mère, son père, même ses amis. Tous me demandaient d'appeler l'hôpital, de régler la question de l'assurance, que seul moi pouvais aider. Carla a même envoyé un message vocal disant que la chirurgie ne pouvait pas être faite parce que l'assurance avait refusé de payer, que l'hôpital avait dit qu'il ne la toucherait pas sans autorisation, et que l'opération coûtait une fortune, selon ses mots. J'ai répondu seulement. Ce n'est pas mon problème. Le reste, j'ai ignoré. Ce soir-là, le père de Véronique est apparu à mon appartement. Il a frappé plusieurs fois jusqu'à ce que j'ouvre. Je ne l'ai pas laissé entrer. Je suis resté dans l'encadrement de la porte, prêt au cas où il perdrait son calme, même s'il ne semblait pas être ce genre d'homme. « Écoute, fils, dit-il. Je comprends que tu es blessé. Je comprends que tu te sens trahi et je t'assure que je ne justifie pas ce que ma fille a fait. Mais elle a besoin de cette opération. Elle peut perdre l'œil si elle ne l'a pas maintenant. Ce n'est qu'une question de temps. Nous n'avons aucun moyen de réunir cet argent, mais si ton assurance couvre, je te jure que nous paierons après. » Je n'y ai pas cru une seule seconde. Je savais que, même avec de bonnes intentions, il ne pourrait jamais payer une chirurgie de cette ampleur. Et en plus, dans ma tête, il n'y avait plus aucune notion de « nous ». Véronique et moi, c'était terminé. Véronique et moi, nous n'avons plus aucun lien, ai-je répondu. Avant, je pouvais encore avoir pitié de ce qui lui est arrivé, mais maintenant je ne compte pas assumer des dettes ni des problèmes qui ne sont pas les miens. Arrêtez de m'appeler et d'insister. Ça fait longtemps qu'elle a choisi de me sortir de sa vie. Qu'elle assume les conséquences. Son expression a changé. Pas de colère, mais de résignation. Il a simplement hoché la tête, fait un pas en arrière et est parti sans rien ajouter. Quelques jours plus tard, c'est Carla qui m'a raconté la suite. Je ne sais pas si c'était par culpabilité ou parce qu'elle pensait que je voulais savoir, mais elle m'envoyait des messages de temps en temps, toujours pour rapporter un nouveau désastre dans le chaos que tout était devenu. Selon elle, les parents de Véronique avaient essayé de trouver l'argent de toutes les façons possibles, famille, prêts, vente rapide, même des loteries improvisées. Rien n'avait marché. La somme était trop élevée et l'hôpital refusait de l'opérer sans paiement garanti. Le fameux Martin n'est apparu nulle part. Personne ne savait vraiment où il habitait, et même ceux qui avaient essayé de lui écrire n'avaient jamais reçu de réponse. C'était comme s'il s'était évaporé. Aucune visite, aucun appel, rien. Comme s'il n'avait jamais existé. Et cela, selon Carla, avait plongé Véronique encore plus bas. Au final, l'opération nécessaire pour sauver et reconstruire l'œil n'a pas pu être faite. Le dommage était trop grave et il n'y avait plus de temps. Pour éviter des infections pires et des complications graves, ils ont dû retirer complètement son œil droit. Quand Carla me l'a dit, je n'ai rien ressenti, ni satisfaction, ni tristesse. Juste un vide étrange, comme si je lisais une nouvelle sur quelqu'un que je n'avais jamais connu. Mais ce n'était pas fini. Comme il n'y avait pas d'argent pour une prothèse personnalisée, ils ont dû lui mettre un œil prothétique générique, sans couleur correspondante. Son œil gauche était gris clair, celui qu'ils ont placé était d'un ton sombre, opaque, totalement différent. D'après Carla, le contraste sautait aux yeux immédiatement, 2 secondes à la regarder suffisait. Et ça, pour quelqu'un qui avait toujours été fier de ses yeux, devait être un supplice. Dans les semaines suivantes, les amis de Véronique n'ont pas cessé de m'inonder de messages, m'insultant. Elle disait que j'étais un salaud, que c'était de ma faute si elle avait perdu son œil, que j'avais détruit sa vie, que je n'avais pas de cœur, mais rien de tout cela ne m'atteignait. Comme je l'ai dit depuis le début, la seule responsable était Véronique. D'après ce que Carla me racontait, Véronique avait passé quelques semaines enfermée chez ses parents, sans vouloir voir personne. Elle se disputait, pleurait, cassait des objets. Un jour, selon Carla, elle avait eu une crise si violente qu'elle avait commencé à briser tous les miroirs de la maison, en criant qu'elle ne voulait plus jamais se voir. Le 1er mois après l'opération, elle portait une protection oculaire, une sorte de cache-œil souple, pour empêcher la lumière d'irriter la zone.
Ensuite, elle avait commencé à porter des lunettes de soleil en permanence, même à l'intérieur, essayant d'empêcher les gens de remarquer son apparence. Malgré cela, d'après Carla, les gens s'en rendaient compte de toute façon. Un jour, Carla m'a même envoyé une photo de Véronique sans la protection. Je ne sais pas si elle voulait me culpabiliser ou juste me montrer comment Véronique était devenue, mais ça n'a rien provoqué chez moi. J'avoue toutefois que la voir avec cet œil affaissé, de la mauvaise couleur, en sachant à quel point elle était fière autrefois de ses yeux gris, avait quelque chose de saisissant. La seule fois où j'ai demandé quelque chose à Carla, c'était à propos de l'amant de Véronique, Martin. Je lui ai demandé s'il s'était montré, s'il était apparu. Carla a répondu que Véronique l'avait appelé plusieurs fois, mais qu'il n'avait jamais décroché. Personne ne savait si c'était la peur, la honte ou de la pure lâcheté. Mais Martin avait complètement disparu, et Véronique, disait-elle, avait peur même de sortir de chez elle, pas tant à cause de la douleur, mais par honte d'être vue. Ça a été la fin de tout pour moi. Et même si beaucoup ont essayé de me faire culpabiliser, je savais parfaitement que je ne l'étais pas. Commentaire Monsieur Reddit. Ah oui, bien sûr, tout est évidemment de la faute du mec qui n'a pas voulu payer l'opération de l'ex qui l'a trompé, menti, manipulé tout le monde et a réussi à se planter un morceau de métal dans l'œil en fêtant l'anniversaire de son amant. Vraiment, comment a-t-il osé ne pas sponsoriser ce cirque dramatique jusqu'au bout? Inadmissible. Quel monstre.